De Patrick Grégoire. Méfiez-vous des trekkers. Conte himalayen lu par l'auteur. Des pas. Ce serait ce son. Fidèle au rendez-vous, ponctuel comme des fleurs de printemps. L'an passé, je les avais vus avant de les entendre. Cette année, je les entends avant de les voir. Ah. Voilà les premiers. Regard fixé sur l'horizon. Les yeux qui ne se lèvent que sur les sommets, qui ne résument toujours la montagne qu'à une série d'obstacles entre deux extrémités. Lorsqu'ils s'arrêtent, ils regardent plus loin, le plus loin possible. Plus haut, plus loin. Ils ne me voient pas, ils vont. Moi, je voyais parce que j'allais. Ils ne me voient pas parce qu'ils vont. Ils ne m'entendent pas, ils ne me voient pas. Ils vont et grimpent sur nos montagnes parce qu'elles sont plus hautes que les leurs. Et ils ignorent. Et s'ils entendaient? Ils ne pourraient pas répondre, ils sont trop essoufflés. Les montagnes les essoufflent. Ils veulent vaincre les montagnes qui les essoufflent. Là-haut, épuisés, ils diront « J'ai vaincu la montagne ». La montagne qui n'était pas leur ennemi ne sera pas essoufflée. Ah, j'aimerais partir avec eux comme l'an dernier. Je me cacherais dans une de leurs maisons dorsales et ne serais pas plus essoufflé que la montagne, moi. S'essouffler, c'est offrir son cœur au vent. Quand je m'essouffle, je m'assieds et je m'attends. Le corps prend peur quand le cœur s'emporte, et la chair ignore le froid quand la peau s'en couche. Ils grimpent dans leurs couches avec des pieds cuirassés. J'ai eu des couches, moi aussi. Je ne grimpais pas quand j'avais des couches. Après non plus, d'ailleurs, je n'ai jamais grimpé. J'ai gravi, ravi. Ils disent que c'est beau, que c'est plus que beau, que c'est merveilleux, prodigieux, que les mots n'existent pas pour décrire ce qu'ils voient. Mais que voient-ils? De la peau. Ils vénèrent notre peau et ils ignorent notre âme. Ceux de l'an passé, je les ai vus arriver de loin, ceux de l'an passé. Assise sur un rocher du côté de Forst, je humais l'odeur de la pierre pour tenter de savoir d'où elle venait et pourquoi elle avait choisi de s'arrêter à cet endroit. Les boîtes noires qu'ils se collaient devant les yeux et sur lesquelles ils les appuyaient m'agaçaient. Je savais que l'agacement est une maladie qui entrave la libre circulation des énergies, alors j'ai décidé d'agir. J'ai volté au-dessus de leur groupe pour choisir mon élu, mon élève aussi, mon involontaire élève. J'en voulais un qu'il pensait fort, un sûr de lui, un écouté, celui auquel on demande quand il rentre de raconter son voyage, et qui répondrait quand je me serais occupé de lui en empruntant mes phrases. Je ne doutais pas que ceux qui entendent décèleraient les changements. Ils sauraient que nos montagnes cachent des secrets plus profonds que ces crevasses épidermiques. La colonne prenait le sentier qui mène au lac de Gokyo, puis au camp de base de Sagarmatha, dont la tête touche le ciel. Alors, pourquoi ceux qui viennent ici avec leur maison dorsale le nomment-ils Everest? Pourquoi, puisque sa tête touche le ciel? J'ai repéré dans le groupe un aveugle malentendant qui semblait plus aveugle et plus sourd que les autres et marchait plus vite que tous. Ses pas ne suivaient pas ses pas, ses bras n'écoutaient pas ses jambes, ses poumons ne savaient pas pourquoi il prenait l'air, il parlait plus fort que les autres. Je me suis posé sur la tête d'un Sherpa dont les pieds venaient de la montagne et retournaient à la montagne, dont les épaules respiraient ensemble pour tenir plus haute et moins lourde la charge. Caché dans ses cheveux, je l'entendais lire sur les pierres du sentier le dénivelé à venir pour régler au mieux les battements de son cœur. Il allait comme le fils des hauteurs,
fort de sa lenteur, droit et méthodique, simple, imperturbable, et j'aurais pu m'endormir sur son crâne, mais j'avais une mission. Mon handicapé fixait les crêtes, il se retournait vers le groupe pour lui reprocher de ne pas avancer plus vite, il repartait en arrachant son poids à la pesanteur. J'allais sur mon crâne sans bouger, pacha doucement dodeliné. Puis vint l'heure d'organiser le camp. Je quittai mon promontoire pour une aspérité rocheuse. Les Sherpas montèrent les tentes pendant que les malentendants discutaient du programme du lendemain. Je repérai la maison de mon élu. Tandis que les porteurs préparaient le repas et que les aveugles se montraient des points sur les cartes, je pratiquais les exercices que j'avais appris avec des anachorètes tibétains quand j'étais moine errant bouddhiste. Je me concentrais pour fournir à mon âme les bouses de yak séchées dont elle avait besoin afin de transformer mon ventre en foyer. Je pouvais ainsi lutter contre le froid du soir apporté par le vent qui descendait des glaciers de Sagarmatha. Habituellement, j'avais à cette heure déjà choisi mon recoin de nuit, parfois dans la cuisine d'un campement ou les poêles d'un yak. Ce soir, je devais attendre que s'ouvre la tente de mon élu qui se rassasiait du lendemain. Les Sherpas mangeaient silencieusement leur dalbat, puis ils récitèrent des prières pour se réchauffer tandis que les marcheurs ajoutaient une couche nocturne à leur couche diurne et que j'alimentais mon foyer en bouse sèche imaginée. Quand ils se levèrent, j'approchai. Je profitai du premier mouvement de fermeture éclair pour me glisser sous la tente et y demeurer sans bouger. J'étais dans l'antre. Je ne m'attendais pas à voir mon élève sortir un cahier dont il semblait très fier. Il le montra au marcheur qui partageait sa tente, lui expliqua que son cahier de voyage ne le quittait jamais, qu'il y avait consigné tous ses souvenirs de randonnée et que, d'ailleurs, s'il voulait voir, et l'autre dut regarder. Sur les pages étaient collés des rectangles de couleur que mon élève appelait photos. Il les fabriquait avec un appareil dont il semblait très fier parce qu'il pouvait aplatir les montagnes. J'étais persuadé que j'avais choisi le bon élu. Il évoquait en montrant ces rectangles les grands lacs canadiens, les lémuriens de Madagascar, la cordillère des Andes, les volcans islandais, les steppes mongoles. Et plus il évoquait, plus il s'excitait et répétait « Regarde comme c'est beau !» Je ne voyais que des formes glacées, brillantes, emprisonnées avec des bordures blanches à angle droit. Il me fallut attendre longtemps les signes du sommeil. Quand je sus que je ne risquais plus rien, je me glissai entre son cou et son sarcophage de duvet d'oie. J'avançai lentement, posai mes pattes entre les nerfs que je devinais sous la peau. Je remontai jusqu'à l'oreille et descendis dans le conduit. La progression fut lente entre les poils épais, mais je parvins au tympan, tête en bas. Il transpirait d'angoisse, mon élu. Sa sueur était celle d'un guerrier qui aspire à la paix mais ne la cherche pas, parce qu'il a peur de découvrir dans le calme gagné le pays le plus mystérieux jamais révélé aux voyageurs, lui-même. Il avait choisi de lever les yeux vers le sommet de Sagarmatha plutôt que de se regarder souffrir. « Tu as transporté ta guerre dans mon pays, lui ai-je dit, sans le savoir, parce que tu ne la fais pas, cette guerre, c'est elle qui te fait. Tu la portes comme on porte une maladie, et la maladie longtemps portée s'empare de nous, nous aveugle, nous couche, nous lève et nous meut. Et tu es là chez moi parce que tu crois que tu peux ici toucher du doigt l'apaisement comme tu as cru le trouver dans les Andes, en Islande ou en Mongolie, mais tu ne sauras pas où le trouver. Alors écoute-moi, profite de la nuit, respire, apprends à respirer, tu ne sais pas respirer, tu respires avec tes poumons. Écoute ton sang qui a peur de dormir et mendie l'air. Respire avec ta chair et tes viscères. Prends la main de ton corps qui n'est pas ton ennemi. Fais de ta compassion un poumon nocturne lové dans ton duvet d'oie. Loge-y ton corps mendiant et apaise-le. Écoute ton ventre qui aspire à la détente. Ton ventre qui pense mieux que ta tête. Ton ventre qui pense que tes pas lui font mal parce que tu ne caresses pas le sol. Tu le heurtes
et chaque heure engendre une onde qui remonte et lézarde ses muscles. Rien ne sert d'affubler tes pieds de semelles épaisses. Il ne faut pas gommer le choc, mais la raison du choc. Marche avec ton ventre et tu n'engendras plus de choc. Pourquoi ne marches-tu qu'avec tes pieds? Un marcheur ne frappe pas la montagne, il l'effleure. Il ne marche pas sur elle, mais avec elle. Repose, lui disais-je. Repose, mais écoute ton ventre et réponds-lui. Il te parle et tu ne lui réponds pas. Il te parle et tu le mines. La femme écoute son ventre. L'homme regarde ses abdominaux. Tu sais, lui disais-je, je fus arbre avant de devenir yak, puis moine, puis sherpa, puis mouche. Si tu te souvenais de ta vie d'arbre, tu saurais que tes pieds sont des racines qui puisent vie dans le sol. A-t-on jamais vu arbre marteler le sol comme le pivert martèle le tronc pour y trouver repas? Prends-tu le temps de poser tes pieds comme des racines? Ils doivent embrasser, s'attarder, goûter, se nimber, s'imprégner. Cesse de glisser sur la peau de la montagne en ignorant son âme. Cherche l'âme sous tes pas. Quand tu trouveras l'âme de la terre que tu foules, tu sentiras monter en toi sa tranquille puissance. Tu sentiras la sève de la roche imprégner tes veines et ton sang prendra le goût minéral du pays. Tu seras fils de Sagarmatha. Elle veillera sur toi. Alors, tu n'auras plus peur de toi. Tu n'auras plus besoin de montrer ta force pour t'impressionner. Dors et détends ton ventre. Attends-le. Attends-toi. Attends-toi pour te détendre. Détends-toi pour t'attendre. Un tremblement d'être agita tout à coup le conduit auditif. J'étais coincé, tête en bas. Je m'agrippais des deux pattes arrière à une touffe de poils pour m'extirper. J'y étais peut-être allé un peu fort pour une première nuit. S'il prenait à mon élu le désir de se mettre un doigt dans l'oreille, je ne donnais pas chair de mes ailes. Je soufflais sur le tympan. Les soubresauts perdirent de leur vigueur. La nuit entière, je parlais au jeune aveugle qui avait besoin d'entendre pour voir. Je sortis de l'oreille au premier signe d'éveil. La mise en train fut lente ce matin-là pour mon élève. L'ingrat prétendait avoir très mal dormi. Je souriais dans les premiers rayons de soleil, tandis qu'il rangeait ses affaires avec une lenteur qu'il attribuait au manque de sommeil. L'effet se fit sentir toute la journée. Il traînait taciturne en queue de groupe et supportait mal les plaisanteries des autres. Il semblait mener un dialogue étrange avec ses pieds. Il les regardait comme s'il découvrait tout à coup au bout de ses jambes deux appendices qu'il n'avait jamais remarqués. Il en oubliait le soleil qui se mirait dans les neiges éternelles, les cascades condamnées à chuter depuis des millions d'années, les rhododendrons qui ouvraient leurs corolles devant les marcheurs et les genévriers qui pigmentaient leurs baies. Il examinait la démarche des Sherpas comme s'ils étaient porteurs de quelque secret. Moi, je m'élevais, glissais sur un petit courant d'air et suivais la lente progression de toutes ces colonnes de fourmis humaines perdues dans l'immensité himalayenne. Je goûtais la béatitude d'une immobilité légère comme le vent. La journée s'acheva dans le doute pour mon élu. S'il regardait, quand on les lui montrait, les paysages alentours, c'était d'un coup d'œil bref qui rentrait vite en lui-même. Quand les autres sortaient leurs appareils pour fabriquer de la montagne plate à classer en album, il demeurait songeur. Je ne pouvais pas descendre en son oreille pour connaître ses pensées. Ce soir-là, il ne trouva que très tard le sommeil. Je repris ma spéléologie pour retrouver le tympan. Je le félicitai parce qu'il avait ralenti, parce qu'il avait écouté son ventre et épargné ses pieds. La guerre devait le ravager pour qu'il s'attriste à ce point dès qu'il n'était plus hors de lui. Je l'exhortais à demeurer un atome du monde en paix avec lui-même et les autres. Je l'exhortais même à regarder encore son cahier pour que le choc ne soit pas trop rude. Je me demandais si ma force de conviction n'était pas trop grande, si le changement n'était pas trop brusque pour lui. Demain, lui disais-je, en allant à Pangla, nous traverserons des hameaux. Si tu prenais ton cahier, si tu dessinais ce que tu vois quand les autres mettent en boîte, mais pas de peau,
de l'âme, ne dessine que de l'âme. Le jour suivant, il regarda ses pieds. Il ouvrit son cahier devant un hameau, je descendis. Il tentait de dessiner des traces avec des brins d'herbe. Je crois que j'ai souri de mon sourire de mouche. À cet instant, un marcheur s'est approché qui semblait très étonné. Mon élève a fermé son cahier et lui a demandé ce qui se passait. « Il y a une mouche sur ton bonnet. »« Une mouche, a répondu mon élève, à cette altitude, impossible. » Je me suis envolé très vite, vexé d'être nié. Mon élève avait encore beaucoup à apprendre. Il ne retenait pas tout ce que je disais, mais faisait ce que je lui demandais. Je savais que je pouvais marier son âme à celle de la montagne. Je retournai la nuit suivante, l'exhorter à dessiner encore pour mieux pénétrer dans le cœur du pays. Quand nous arrivâmes au lac de Gokyo, il ouvrit son cahier, frotta une page avec de la terre et un reste de bouse de yak sèche, puis mouilla le tout avec le turquoise de l'eau. Il imprima des formes de la matière, tenta d'y inscrire des reliefs. Dans son brouillon, on pouvait discerner un clin d'œil de Sagarmatha reflété par le lac d'où émergeait un poisson qui avait la tête de mon élève. Mais peut-être ai-je interprété. Les autres le regardaient bizarrement. Ils se mêlaient moins souvent à leur conversation, n'entendaient pas mes appels à la civilité. Je savais que j'étais condamné chaque nuit jusqu'à ce qu'ils redescendent dans la plaine à la spéléologie. « Tu fais chaque jour des progrès, lui dis-je. Tu fais chaque jour des progrès, mais tu ne te départis jamais de ton orgueil. Les autres continuent à brandir leurs appareils parce que je ne leur parle pas. Je te parle. Offre-leur ma parole. Je t'ai vu t'arrêter devant des drapeaux à prière. Ne cherche pas à savoir si la prière est juste ou injuste, mais tente de comprendre pourquoi nous en avons besoin. Pourquoi nous remercions les dieux qui ont chassé les démons quand nous franchissons un col? Toi qui nommes puérilité nos craintes, imagine ta naissance ici. Imagine-toi grandir ici. Épouse les légendes inventées pour nous aider à rêver et accepter. Demande-toi si les objets que vous nous faites porter n'ont pas la même fonction que nos légendes et pense que nos légendes sont moins chères que vos objets. Ne crois-tu pas que tu remercierais plus facilement la montagne? Un passage entre deux sommets ne serait plus une occasion de cultiver ta fierté. Riche de ton humilité, tu ne verrais pas dans les sommets des adversaires, mais des gardiens de ton sommeil, penchant vers toi leur pente pour offrir à ta vue les richesses de la vallée suivante, comme des parents qui te tendraient leurs mains pour t'aider à franchir le ruisseau. On ne vainc pas la montagne. On vit avec elle. Sois son fils et son amant. Ignore ta rage de vaincre. Si tu étais heureux dans ton pays, tu ne viendrais pas ici. Mais comment peux-tu être heureux ici si tu apportes ici le mal qui t'a fait fuir ton pays? Et qui t'interdit de voir, écouter, humer, toucher, goûter? Ne te dis pas que tu dois écouter, non. Écoute simplement. Et vois simplement. Et goûte, et touche, et hume. Quand tu verras les cratères de la lune poser leurs lèvres sur le crâne de Sagarmatha, quand tu liras dans chaque pierre que tu foules la prière d'un fou monté au sommet pour dérouler du plus haut son cantique, quand tu poseras ton pied sur la montagne comme tu poserais ta main sur le front de ton enfant, quand tu entendras dans le souffle du vent qui descend des glaciers la promesse d'une étreinte qui peut te tuer, quand tu sentiras dans ce même souffle la chair glacée des imprudents tombés, quand tu te sentiras devenir lent et fort comme le yak dont tu suceras le fromage sec, quand tu devineras dans l'odeur d'un ruisseau le sel des larmes de ceux qui sont restés, quand ton dos respirera au rythme des sherpas qui souffrent derrière toi, quand tu t'entendras chuchoter avec les ruisseaux, tu sauras pourquoi tu es venu. L'altitude dévait l'air de son oxygène comme la nuit le lave de ses odeurs. Il s'offre à toi riche de nudité pour que tu l'étreignes. Qu'attends-tu? Il fut moins triste que les autres matins ce matin-là. Moins triste et plus lent. D'une lenteur qui devenait naturelle et pleine.
Ainsi, pendant quelques jours, en queue de groupe, marchant parfois derrière les porteurs, ne regardant plus ses pieds, il allait avec l'étonnement de l'enfant qui apprend à marcher et l'assurance de l'adulte qui emprunte chaque jour ses sentiers. Lorsqu'il parvint au col de Chola et que s'ouvrit devant lui une nouvelle vallée, il s'arrêta, s'assit, sourit, prit une pierre et la posa sur une autre. Il ne bougeait plus. Il buvait lentement la majesté immense. Il la buvait par la peau. Il devenait atome qui tentait de s'accrocher au noyau pour en épouser la conscience. Je parvenais chaque nuit à me glisser dans sa tente, à descendre dans l'oreille pour continuer à l'exhorter. Je constatais chaque jour ses progrès. Après ma sieste sous le ventre d'un yak, j'aimais me poser sur le col de sa veste derrière sa nuque pour tenter de deviner ses pensées. Il me sembla l'entendre murmurer un jour entre Nzongla et Lobuche. Je n'entendais pas les mots qu'il prononçait, mais nous nous dirigions vers Sagarmatha et j'étais sûr qu'il lui parlait. J'en étais sûr, comme je suis sûr que je vis le jour où il atteignit le sommet de Kalapatar et que se découvrit de toutes parts la chaîne himalayenne sur laquelle veillait Sagarmatha. Je suis sûr, disais-je, que je vis un instant ses pieds quitter le sol. Mais il m'inspirait toujours des craintes. Subjugué jusqu'à en être submergé par le noyau qui l'attirait, mon atome oubliait ses semblables. L'enseignement est un apprentissage de l'équilibre à l'aide d'un balancier dont on coupe chaque jour un morceau. La ferveur de mon élève m'obligeait à garder les morceaux coupés pour rallonger les bras en cas d'urgence. Une solitude d'ermite le guettait. Je ne l'avais pas préparé à devenir ermite. Lorsque nous atteignîmes le camp de base de Sagarmatha dans un paysage marqué par l'irrespect des vainqueurs, il annonça qu'il ne dînerait pas. Il s'éloigna et se blottit longuement dans un trou, entre deux roches, caché de tous. L'heure était grave. Le froid se faisait de plus en plus vif. Je ne parvenais plus à nourrir mon brasier. Je pouvais le rejoindre, mais où me cacher pour glaner de la chaleur? Je pouvais l'attendre dans sa tente, mais s'y glisserait-il? Il ne me restait qu'une solution, je me posai sur son nez. J'allais lui apprendre qu'une mouche qui veut vivre à cette altitude peut vivre à cette altitude et se faire aussi pénible que ses sœurs de plaine par temps d'orage. Je vis la main partir, l'éviter pour atterrir sur son front. Je le quittai pour une joue, il se gifla, je choisis le menton. Revint titiller le front, il s'énervait. Je frottais mes pattes sur sa peau. Ayant eu dans une vie antérieure une sœur masseuse en Thaïlande, je savais l'art d'énerver l'épiderme. Il se leva, je tournai autour de lui. J'évitai une fois ou deux la main de justesse, il lutta encore, refusait de s'avouer vaincu, reste d'orgueil que je me promis de corriger. Il usa de tous les subterfuges qui auraient pu piéger une mouche sans expérience, mais j'avais été chasseur, moi aussi. Je devinais toutes ses feintes, je m'envolais pour mieux revenir, je le rendis furieux. La lutte fut longue, mais il finit par abdiquer. Dès qu'il se dirigea vers la tente, je me cachai dans son col et entrai sous la toile avec lui pour continuer mon travail. « Ce qui te guette, lui dis-je, quand il fut endormi, c'est la boursouflure de la vanité. Tu as vu quelles traces l'homme peut laisser sur une montagne accueillante parce que tu as appris à voir les traces. Mais tous les atomes ne laissent pas de traces. Pourquoi ta tête s'obsède-t-elle à cultiver une solitude supérieure? Pour te prouver que tu as compris, que tu mérites mieux que ce qui t'est offert? Où veux-tu te réfugier? Oublies-tu que tu es atome? Veux-tu peupler seul le vide? Te prends-tu pour un dieu égoïste qui verrait dans la nature la seule force à sa mesure et considérerait les hommes comme des insectes indignes d'habiter son royaume? Tu es atome parmi les atomes, et que serais-tu sans les atomes qui t'ont amené ici? Sans les atomes qui te servent et portent tes affaires, sans ceux qui conversent avec toi, marchent avec toi et enrichissent si naturellement chacune de tes minutes que tu ne t'en rends plus compte. Leur reproches-tu de te gâcher la vue? Veux-tu gommer du tableau ce qui ne te ressemble pas? Décider que la puissance de la montagne ne doit avoir d'égal que sa virginité et que toi seul la mérites parce que tu as des cheveux blonds? Ou parce que je t'ai initié? Et moi, je ne la mérite pas? Tu as voulu m'écraser, moi qui te révèle les secrets de tes doutes,
Tu as voulu m'écraser. Chaque pas que tu fais est une page que tu tournes, mais que retient-on des pages qu'on tourne quand on ne sait pas lire? Je t'ai pris par l'oreille pour t'apprendre à lire des ouvrages pour enfants et tu crois déjà contenir le savoir d'une bibliothèque. L'art de vivre est une patience que la marche peut enseigner à condition d'apprendre à marcher. On peut marcher sans marcher et lire sans lire. Et n'oublie pas, tu n'es qu'un atome. Si l'atome se rapproche d'un noyau, c'est par désir de se fondre dans sa masse et non parce qu'il méprise d'autres atomes. Apprends sans mépriser, parce que c'est plus difficile que de mépriser sans apprendre. Son réveil fut brutal. Il traîna de nouveau ce jour-là une mauvaise humeur née du doute. La mauvaise humeur le gagnait dès qu'il doutait. Il tentait sans entrain de prendre part à des conversations, de regarder les porteurs se distraire ou prier pendant les pauses. Le groupe commençait à redescendre. Mon élève marchait derrière et sans cesse se retournait vers Sagarmatha. Il croyait parfois entendre un appel, s'arrêtait, fixait le crâne offert au baiser de la lune et repartait tête basse parce que le groupe l'attendait. Il souriait poliment à ceux qui lui disaient qu'il reviendrait. Dans l'après-midi, il fit un signe discret à Sagarmatha, un signe d'adieu, et ne se retourna plus. Il sembla ensuite absorber chaque détail de sentier comme un événement à vivre pour oublier la montagne quittée. Je dus, la nuit suivante, redescendre dans l'oreille susurrer à mon élève que l'homme sans montagne avait l'esprit de la plaine et que la montagne sans homme avait l'esprit de la roche. Que la montagne ne pouvait être montagne que parce que les hommes lui prouvaient qu'elle était montagne. Il faut simplement, lui disais-je, que l'atome qui marche possède la conscience que je te donne comme la montagne me l'a donnée. Il faut que l'atome qui possède cette conscience tente de la donner aux autres. Il est temps pour toi de devenir mouche, et tu peux devenir mouche. Tu reviendras. Il faut que tu reviennes et que tu leur dises que Sagarmatha mérite mieux que l'émerveillement matiné de secrets que vous afficherez quand vous serez rentrés devant ceux qui n'ont pas eu la chance de voir. L'homme marche pour comprendre. Dis-leur, offre-leur l'émerveillement. L'émerveillement éveille. L'éveillé peut aider l'endormi. Quand tu es devenu atome de montagne, la montagne change de visage. Tu dois m'aider. J'ai tenté de t'offrir l'émerveillement parce que tu étais le plus aveugle de tous. Parce que j'ai su, quand je t'ai vu, que tu ne repartirais qu'avec quelques rectangles colorés de plus sur ton cahier et rien d'autre. À toi d'offrir l'émerveillement qui est le premier pas vers la sérénité. Il n'est pas trop tard. Trêve d'égoïsme. Ne te drape pas dans l'arrogance de l'initié. L'arrogance est une faiblesse dont tu dois te dévêtir. Il est temps. Ta scolarité fut courte, mais je ne peux pas t'accompagner dans la plaine. Je suis plusieurs fois morte et née dans la montagne. Va, lime un peu, chaque jour, les bras de ton balancier. Cherche l'humilité fécondante. Aide les atomes à comprendre qu'ils sont des atomes. Le groupe continuait à descendre. Il atteignit le lendemain Dingpoche, autre émerveillement. Des enfants passèrent. Le frère et la sœur qui poussaient des yaks, tandis que les marcheurs regardaient le village à travers leurs boîtes noires et que mon élève dessinait. « Oh !» dit l'un d'eux. « Les enfants au premier plan, le village au fond. » Les appareils rangèrent dans le même rectangle village et enfants. Le frère et la sœur ne comprenaient pas très bien, le guide traduisait. Ils s'étaient pris par la main et souriaient d'inquiétude. Quand les appareils disparurent, mon élève demanda aux appareillés pourquoi ils ne prenaient pas l'adresse des enfants et les appareillés voulurent savoir pourquoi ils posaient cette question. Ils seraient heureux de recevoir les photos, non? Un silence suivit. Alors mon élève appela les enfants qui approchèrent timidement. Il leur montra son vieux cahier, page par page. Il leur expliqua qu'il le transportait depuis qu'il voyageait. Je colle dedans les photos des pays que je visite, vous comprenez? Ici, ce sont des dunes sahariennes, des chameaux, les yaks du désert, quoi. Ici, le McKinley en Alaska, le Sagarmatha américain. Ici, Machu Picchu, Lhasa des Incas, au Pérou. Le Pérou, c'est... Alors il dessina un cercle censé représenter la terre.
Il y situa Sagarmatha et Dingpoche pour expliquer où se trouvaient les lieux photographiés. Il racontait d'autres pays, mimait les éléphants, imitait leur barrissement, puis les avions et les aéroports, un raid derrière des chiens de traîneau, les caractéristiques du lama des Andes et les joies d'un safari. Il tentait d'expliquer la différence entre une pyramide, un dolmen et le château de Versailles, entre un soleil couchant sur la muraille de Chine et un soleil levant sur la tour Eiffel. Il leur montra un fragment du mur de Berlin et des poils d'ours de Sibérie. Les yeux des enfants passaient du cahier et du pur étonnement au professeur et au rire franc. Le cours ne semblait pas devoir finir, mais le guide fit signe qu'il était l'heure. Alors, mon élève déchira quelques pages sur lesquelles il avait dessiné et les glissa dans son sac, puis il offrit son cahier aux enfants. Il le remercia dans un très mauvais népalais que les enfants ne comprirent pas mieux que le reste. Je ne sais pas pourquoi j'ai alors agi comme j'ai agi, mais ce que j'ai fait prouve qu'on peut vivre 30 vies et avoir encore besoin du balancier pour rester en équilibre. Je n'ai pas pu me retenir. J'ai embrassé mon élève. Je ne lui avais pas encore expliqué que l'insecte aussi est un atome. Il devait avoir aiguisé ses perceptions et j'étais tout à ma joie. Je m'étais à peine posé sur sa joue qu'il m'écrasa. Je suis tombé. J'eus le temps de l'entendre dire son étonnement de trouver des mouches à cette altitude, puis ce fut le noir. Je me suis réveillé à la sortie de l'hiver. J'étais devenu brin d'herbe. Pour combien de temps? Peu, je crois, car je vois s'approcher dangereusement un couple de yaks. Cette année, je n'aurai pas d'élèves. Méfiez-vous des trekkers.